L'élection présidentielle camerounaise est fixée au 7 octobre. L'annonce a été faite lundi à la télévision publique du Cameroun. Procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall, au Sénégal. La défense a boycotté l'audience suite au rejet de ses demandes de renvoi. Puis funérailles des policiers tunisiens tués lors d'une attaque dimanche. Ils ont été enterrés lundi. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. La date de l'élection présidentielle au Cameroun est désormais connue. Selon un décret présidentiel, le scrutin aura lieu le 7 octobre prochain. Les détails dans cet élément. C'est par le biais d'un décret présidentiel lu à la télévision publique que les Camerounais ont été informés de la tenue du scrutin présidentiel le 7 octobre prochain. Le président Paul Biya, âgé aujourd'hui de 85 ans et au pouvoir depuis bientôt 36 ans, n'a pas annoncé s'il serait ou non candidat à une 7e réélection. Toutefois, il est présenté par son parti comme son candidat naturel. Par ce scrutin au suffrage universel à un tour, chacun des candidats à l'élection tentera de briguer le palais d'Etoudi à Yaoundé pour les 7 prochaines années. Le scrutin se déroulera dans un contexte délicat, le groupe djihadiste Boko Haram sévissant toujours dans la région de l'extrême nord du pays et les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest étant toujours confrontées à une grave crise sociopolitique depuis fin 2016. Celle-ci s'est muée en conflit armé fin 2017 et les combats sont devenus quasi quotidiens entre forces de sécurité camerounaises et des hommes armés se réclamant de forces de restauration d'un État anglophone qui avait brièvement vu le jour entre les 2 guerres mondiales sous mandat britannique. Toujours au Cameroun, un commissaire de police a été tué dimanche à Kumba, dans la région du sud-ouest, en zone anglophone. Il faut dire que cette zone est en proie à un conflit depuis fin 2017 entre l'armée et des séparatistes armés. Voici les détails. La zone anglophone dans la région du sud-ouest Cameroun est toujours sous tension. Ce dimanche, un commissaire de police a été froidement abattu par des hommes armés suspectés d'être des sécessionnistes anglophones. L'incident est survenu à Kumba, une localité située sur l'As Bouya-Mamfé, épicentre des violences ces derniers mois. Par ailleurs, les échanges de tirs ont repris ce mardi matin à Bouya, capitale de la région du sud-ouest. Ce lundi matin, des séparatistes armés avaient ouvert le feu sur les forces de sécurité à Bouya qui avaient riposté. Les affrontements ont duré plusieurs heures. C'est la première fois que des combats ont lieu dans des quartiers de la capitale du sud-ouest, quadrillés par un grand nombre de militaires depuis le début de la crise anglophone fin 2016 qui s'est muée fin 2017 en conflit armé. Dans les 2 régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces de sécurité camerounaises et des hommes armés se réclamant de forces de restauration d'un État anglophone qui avait vu le jour sous mandat britannique entre 1922 et 1961. Selon le gouvernement camerounais, plus de 80 membres des forces de sécurité ont perdu la vie depuis le début du conflit armé. Selon l'ONU, 160 000 personnes ont dû fuir leur logement suite aux violences et 34 000 se sont réfugiés au Nigeria, selon l'agence nigériane de gestion des urgences. Justice à présent au Sénégal. La défense de l'opposant et maire de Dakar, Khalifa Sall, condamné le 30 mars à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics, a boycotté lundi son procès en appel. Et ce après le rejet de ses demandes de renvoi à son ouverture. Les détails. Les avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall, ont quitté l'audience au palais de justice de Dakar ce lundi soir après le rejet par la Cour de leur nouvelle demande de renvoi du procès pour permettre, selon eux, l'examen par le Conseil constitutionnel de leur requête. Lesquelles requêtes visent à déclarer contraire à la Constitution les tests sur lesquels repose la condamnation de leurs clients. Et ce, alors que le procès s'est ouvert à la Cour d'appel de Dakar ce lundi, après 1 mois de suspension pour permettre à la défense de se préparer. Les partisans du maire de Dakar, présents en nombre dans la salle d'audience, ont hué les juges après le rejet de cette demande de renvoi. Ce qui a conduit le président de la Cour d'appel, Demba Kandi, à demander aux gendarmes de les évacuer. Lors de la précédente audience, le 5 juin dernier,
Les avocats du maire avaient demandé un renvoi en novembre, mais la Cour ne leur avait accordé qu'un délai d'1 mois. Selon la défense, cet arrêt de la juridiction communautaire saisi par Khalifa Sall a conclu au caractère arbitraire de sa détention préventive ainsi qu'à la violation de sa présomption d'innocence et de son immunité parlementaire. Avec 7 de ses collaborateurs, tous présents lundi à la barre, Khalifa Sall a été condamné en première instance pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture pour le détournement d'environ 2,5 millions d'euros prélevés entre 2011 et 2015 des caisses de la ville de Dakar. Selon des juristes, tant que sa condamnation n'est pas définitive, le maire de Dakar reste éligible pour l'élection présidentielle de février 2019 face au chef de l'État sortant, Macky Sall. Par ailleurs, malgré le boycott des avocats de Macky Sall, le procès se poursuit. Justice toujours, inculpation lundi du fils de l'ex-président sud-africain. Duduzane Zuma a été inculpé de corruption dans un des nombreux scandales liés à la famille d'hommes d'affaires Gupta. Les images. La charge retenue contre Duduzane Zuma est claire. Le fils de Jacob Zuma, dont le départ du pouvoir a été précipité par une série de scandales de corruption, a été inculpé de corruption pour avoir offert une gratification injustifiée à une personne en charge d'une fonction publique et pour corruption en bande organisée. Le magistrat a indiqué qu'il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire parce qu'il coopère. Selon l'unité d'élite de la police judiciaire sud-africaine, Duduzane Zuma est contraint de se pointer 2 fois par semaine au commissariat de police. Et pour assurer sa présence au tribunal, il a dû rendre ses 2 passeports. L'intéressé, âgé de 34 ans, est accusé d'avoir participé en octobre 2015 à une rencontre au cours de laquelle un des frères Gupta, Ajay, a proposé le poste de ministre des Finances à MCBC Jonas, qui était alors vice-ministre. En échange de son obéissance aux instructions des Gupta, il lui a été offert une enveloppe de 38 millions d'euros, entre autres. L'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, s'est réjoui lundi de l'inculpation de Duduzane et espère que l'enquête en cours permette aussi d'inculper Atul et Ajay Gupta de corruption. La prochaine audience a été fixée au 24 janvier 2019. En attendant, Duduzane Zuma doit comparaître jeudi devant un autre tribunal pour avoir causé la mort accidentelle de 2 personnes au volant de sa voiture en 2014. Quant à Jacob Zuma, une commission d'enquête judiciaire doit se réunir à partir d'août pour examiner les dossiers de corruption dans lesquels est impliqué l'ancien chef de l'État. L'armée malienne est intervenue contre une milice de chasseurs traditionnels Dogon dans le centre du pays dont elle a confisqué ou détruit de nombreuses motos. À la suite de cette intervention, ce groupe de chasseurs baptisé Dana Amassagou, apparu il y a plusieurs mois dans la région, menace de s'y opposer à la tenue de l'élection présidentielle du 29 juillet. Samedi, l'armée est intervenue dans le centre du Mali, dans la localité de Kanou-Kombolé, pour assurer la sécurité des populations. Cette intervention semble avoir surtout touché une milice de chasseurs traditionnels Dogon, dont elle a confisqué ou détruit de nombreuses motos. Dans un communiqué, ce groupe de chasseurs baptisé Dana Amassagou a indiqué qu'un détachement de militaires maliens arrivés sur les lieux a voulu récupérer leurs armes. Mais face à leur refus, les soldats ont brûlé leurs motos, plus de 300, et ouvert le feu sur eux, selon le même communiqué. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais face à cette situation, la milice de chasseurs Dogon menace de s'opposer à la tenue de l'élection présidentielle du 29 juillet dans leur localité. Cette intervention de l'armée a été par contre saluée par la communauté Peul qui dénonce régulièrement des exactions à son encontre au nom de la lutte contre les djihadistes. Les violences, faut-il le rappeler, se sont multipliées depuis 3 ans dans le centre malien entre Peuls traditionnellement éleveurs, souvent accusés de grossir les rangs des djihadistes, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture.
La Tunisie a enterré ce lundi les 6 membres des forces de sécurité tués la veille dans l'ouest du pays. Rappelons qu'ils ont été tués lors d'une opération djihadiste. Considérée comme la plus sanglante enregistrée depuis la série d'attaques de 2015 et début 2016 dans le pays, l'attaque a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Les 6 policiers tués au cours de l'opération djihadiste dimanche ont été enterrés lundi. Leurs funérailles ont rassemblé des centaines de personnes, chacun en plusieurs points du pays. En prélude, des hommages leur ont été rendus en présence du ministre de l'Intérieur tunisien sur une base de la garde nationale près de Tunis. Les 6 agents de la garde nationale ont été tués et 3 autres blessés lorsque leurs voitures ont été attaquées dimanche matin avec un engin explosif artisanal près de la frontière avec l'Algérie dans le secteur de En Sultan, dans le gouvernorat de Jandouba. Les 3 policiers blessés sont dans un état stable, selon le porte-parole de la garde nationale. Toujours selon lui, les opérations de recherche lancées dimanche avec l'armée se poursuivent. La branche tunisienne du groupe djihadiste AQMI Okba Ibn Nafa a revendiqué l'attaque et affirmé avoir saisi plusieurs armes. Cette attaque risque d'accentuer la crise politique profonde que traverse la Tunisie, où le Premier ministre Youssef Chahed fait face à une offensive au sein de son propre camp. Des heurts ont régulièrement lieu à la frontière algérienne, mais c'est la toute première fois depuis plus de 2 ans que les forces de l'ordre essuient de telles pertes. La dernière attaque de grande ampleur en Tunisie remonte à mars 2016, lorsque des djihadistes avaient lancé des opérations coordonnées contre des installations sécuritaires de Ben Guerdane, près de la Libye, entraînant la mort de 13 membres des forces de l'ordre et 7 civils. Puis en visite à Tripoli en Libye, le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a souligné ce lundi la nécessité d'établir une liste noire des principaux passeurs de migrants. Cette mesure vise à combattre le trafic en Europe et en Afrique. On fait le point dans cet élément. Lors d'une conférence de presse dans la capitale libyenne, le président du Parlement européen a déclaré qu'il faut établir une liste noire des gros trafiquants pour que les polices et les organisations anti-crime en Afrique et en Europe puissent collaborer ensemble dans un objectif commun. Cette mesure vise à combattre le trafic en Europe et en Afrique. Selon lui, il sera très difficile de lutter contre l'immigration clandestine s'il n'arrive pas à anéantir ces organisations criminelles que sont les passeurs, qui sont des terroristes, des trafiquants d'armes et d'êtres humains. À Tripoli, Antonio Tajani a rencontré le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, avec qui il a discuté de l'importance de surveiller les frontières sud de la Libye en vue de limiter les flux de migrants qui arrivent dans ce pays en vue d'effectuer la traversée périlleuse de la Méditerranée. La coopération économique ainsi que dans les domaines de la santé et de l'enseignement supérieur a aussi été au menu de l'entretien des 2 hommes. Par ailleurs, le président du Parlement européen a indiqué que l'Union européenne était prête à aider la Libye dans l'organisation des prochaines élections, notamment dans la préparation technique et l'envoi d'observateurs pour veiller au bon déroulement du scrutin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir accordé du temps. À très bientôt. Au revoir.